Bonjour à tous, je m'appelle Alexis Dahan, je suis account manager chez AWS et ma première mission, ça va être d'afficher la bonne slide déjà, pour commencer. Alors du coup, est-ce que ça marche ou pas? Non, j'ai pas le bon retour. On va attendre 2 secondes. C'est pas grave, je vais commencer par me présenter en attendant que les slides arrivent. Donc comme je disais, je m'appelle Alexis Dahan, ça fait 3 ans que je suis chez AWS. J'ai accompagné des clients de toutes les tailles, de la PME à la start-up en passant par l'entreprise du secteur public ou des boîtes cotées. Et aujourd'hui, on va parler en fait de l'impact business d'AWS sur votre entreprise. Donc en fait, on va beaucoup parler de ce que ça représente d'un point de vue financier. Alors je vois que le retour est bon, mais que j'ai pas la slide. Ça doit être bloqué. Non, ça va arriver. On va parler de l'impact que ça a d'un point de vue financier, d'un point de vue résilience. En fait, on va parler de tout ce qui n'est pas technique et qui est lié au cloud et comment ça va impacter la façon dont vous allez travailler au quotidien. J'attends qu'on ait les slides, mais pour vous donner cette présentation aujourd'hui, je vais être accompagné de Damien Paco, qui vient de TIDS et puis qui va se présenter rapidement. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Damien Paco. Je travaille dans l'IT depuis à peu près 13 ans. Et je suis utilisateur d'AWS depuis 2013. Ça fait 6 ans. Et j'ai un passif de manager plutôt d'équipe de dev. Puis après, je suis passé côté Ops. J'ai toujours été très très proche de ce qu'on appelle la prod. J'ai toujours apprécié ça. Et aujourd'hui, je suis directeur de l'infrastructure chez TIDS. Je vais présenter TIDS en quelques mots. TIDS est une société française qui travaille dans le secteur de l'AdTech. Ça veut dire c'est Advertising Technology. On fait de la publicité numérique. On a été créé en 2011 à Montpellier. Et puis, on était une petite start-up, on a un peu grossi. Aujourd'hui, on est présent dans 26 pays. Finalement, on permet à des gens qui ont du contenu à monétiser, donc des publishers, des sites de news, de rencontrer des gens qui ont du contenu à diffuser, donc des annonceurs, des agences, des marques. Et tout ça, on le fait à l'échelle, puisque notre reach estimé, c'est-à-dire le nombre de personnes qui voient nos publicités tous les mois, est à peu près 1,5 milliard de personnes, donc à peu près une grosse partie de l'Internet, quoi. Et donc, on évoquera comment AWS nous a permis cette croissance. On est parti vraiment de 0 utilisateur, 0 personne qui voyait nos pubs en 2011. Et aujourd'hui, donc 1,5 milliard, on en discutera tout à l'heure. Merci Damien. Du coup, donc comment, maintenant que j'ai un background qui marche bien et des slides qui sont affichés, comment va se dérouler cette présentation? Dans un premier temps, on va parler réduction de coûts. Donc on va vraiment aborder l'aspect TCO, ce qu'on appelle le Total Cost of Ownership, ce qui représente réellement la capacité qu'on va avoir à mesurer les différences d'une infrastructure on-prem par rapport à une infrastructure cloud et ce que ça représente d'un point de vue financier pour votre entreprise. Ensuite, on parlera de la productivité des équipes. C'est important, ça a aussi un lien direct sur le business. Et on verra comment, en passant dans le cloud, vous allez gagner et sur quel KPI vous allez gagner du coup sur ce pan-là. On parlera aussi ensuite résilience opérationnelle, donc la capacité que vous allez avoir à être beaucoup plus résilient, à avoir des produits qui sont beaucoup plus souvent up et donc du coup qui délivrent beaucoup plus de qualité à vos utilisateurs. Et on finira par ce que j'appelle l'agilité métier. Donc on va parler d'innovation et de votre capacité à aller de plus en plus vite en production. Donc comme je disais, le premier pan, ce sera la réduction des TCO. Donc la stat qu'on donne souvent, c'est General Electric qui a réussi à baisser ses coûts d'IT de 50%. Donc à l'échelle de General Electric, c'est assez énorme. Globalement, indépendamment du nombre qu'on va donner en bottom line, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on va calculer ce TCO-là et où est-ce qu'on va aller gagner de l'économie. Alors une petite définition rapidement, le Total Cost of Ownership, qu'on va utiliser beaucoup comme TCO aujourd'hui, comme métrique, c'est pas juste le coût d'un serveur ou le coût d'un ordinateur, hein. On va vraiment prendre l'intégralité des coûts que représente l'informatique. Donc souvent, dans pas mal d'entreprises encore aujourd'hui, on voit une bottom line avec un pourcentage qui est appliqué au département en disant bah voilà, ça c'est l'IT, tu payes et puis c'est comme ça. Là, on va essayer de décortiquer un peu ce qu'il y a dedans et on va prendre la totalité pour voir comment, quand on rentre un peu dans le détail, on est capable de faire des économies assez fortes. Je vais rapidement rappeler les principes de coût sur AWS, que sinon il y a pas mal de choses qui vont vous paraître pas claires quand je vais parler. La première chose, c'est que quand vous passez sur AWS, vous n'avez pas d'investissement initial. Vous pouvez utiliser donc ce qu'on appelle à la demande le cloud, l'infrastructure, et donc en fait vous n'allez payer que
pour ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous allez pouvoir profiter de l'expansion d'AWS. On est aujourd'hui plus d'une vingtaine de régions réparties à travers le globe, donc vous allez pouvoir, et on continue d'en ouvrir régulièrement. Et puis, il y a des notions d'engagement. Plus vous allez être capable de vous committer dans le temps, donc vous engager dans la durée, plus ce sera simple pour nous et pour vous de faire des économies. Donc, si un peu on rentre dans le détail, une infrastructure traditionnelle, ça ressemble à ça. Vous avez des dépenses fortes, donc la ligne bleue, c'est en fait ce que vous allez dépenser pour avoir un data center, donc des machines que vous allez stocker et qui vont être capables d'absorber votre trafic, le trafic sur vos produits. La réalité, c'est que la demande prévue, c'est la ligne en vert, donc en fait, c'est ce que vous pensez qui va se passer, mais comme à chaque fois vous êtes obligé de faire un investissement puis d'installer les machines, ça ne peut pas suivre cette ligne-là. Et puis il y a la réalité. La réalité, elle est faite par ce qu'on appelle par pic, réellement, en fonction de la nature de votre business, que vous soyez, je sais pas moi, Netflix, le site des impôts ou Tids, vous n'allez pas du tout avoir la même notion de consommation de vos ressources informatiques. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc ma flèche, elle descend un petit peu trop bas, mais il y a toute une opportunité qui se passe parce que quand vous avez une consommation, enfin une production, du moins une capacité qui est inutilisée, c'est globalement de l'argent qui dort et qui ne sert à rien. Et ça, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, on sait qu'avoir des sous pour investir dans certaines initiatives d'innovation, par exemple, c'est très utile. Et puis, il y a pire que ça, il y a quand vous n'êtes pas capable de servir. Donc on reviendra un peu plus loin sur cet exemple-là, mais globalement, il n'y a rien de pire que d'avoir des gens qui veulent venir consommer vos services, vos produits, et qui peuvent juste pas y accéder. Et en fait, quand vous passez dans le cloud, oups, pardon, j'ai été un peu trop vite. Quand vous passez dans le cloud, vous allez avoir une infrastructure qui va s'adapter à vos besoins. Donc c'est plus votre entreprise qui va devoir s'adapter aux besoins de votre informatique, mais c'est votre puissance informatique qui va s'adapter aux besoins de votre business. Alors, on peut mettre des chiffres là-dessus. Globalement, ce qu'on observe, donc en introduction, ce que je disais, moi j'ai construit un peu plus de 15 dossiers TCO depuis que je suis chez AWS, donc j'ai accompagné plusieurs entreprises, mais une quinzaine à vraiment faire l'étude complète à ce niveau-là. Et globalement, quand nous on fait l'étude en interne chez AWS, on se rend compte que les clients qui sont passés dans le cloud ont économisé de 26 à 49% de coûts sur leur facture IT. Et ça, c'est lié notamment à ce que je disais au début, c'est-à-dire une infrastructure qui s'adapte aux besoins de votre informatique. Alors, je ne vais pas passer tous les chiffres en revue, puisque vous aurez les slides et donc vous aurez le loisir de regarder plus en détail. Mais ce qui est intéressant de comprendre dans les chiffres qui sont donnés sur cette slide-là, c'est que plus vous allez être mono-cloud, donc plus vous allez être uniquement sur AWS, plus ces économies vont être importantes. Et aussi, plus vous restez sur la plateforme, plus vous avez d'expérience, plus vos équipes ont l'habitude de travailler sur AWS, plus ces économies sont importantes. Et c'est le chiffre qu'on voit à droite, en fait, 29,1%, c'est pour ceux qui sont longtemps et uniquement sur AWS en production. Donc on vient de voir l'aspect économique, on va vraiment parler maintenant de productivité des équipes. Alors, la productivité des équipes, ça peut être très large, mais Damien donnera un exemple tout à l'heure un peu plus complet. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première, c'est que vous avez des gens qui sont compétents dans vos entreprises, vous avez des personnes qui font de l'IT depuis un moment, qui ont appris des choses, et ils passent une partie non négligeable de leur temps à faire des choses qui sont peut-être pas intéressantes. Je connais assez peu de gens qui m'ont dit « moi j'adore racker un serveur, j'adore brancher des câbles, c'est hyper intéressant, je veux faire ça de ma vie, c'est pour ça que j'ai fait un bac+5 ». Et du coup, la réalité, c'est que ces gens-là, ils ont une compétence très forte sur laquelle ils peuvent investir dans des tâches qui sont beaucoup plus intéressantes. Et quand vous utilisez le cloud, ce qui va se passer, c'est que toutes les tâches non différenciées, on va les faire nous, pour vous. Et toutes les tâches qui en fait font la différence de votre entreprise, les compétences de vos collaborateurs et votre capacité à produire de la différenciation par rapport à vos concurrents, c'est là-dessus qu'ils vont pouvoir se concentrer. Alors pareil, je ne vais pas basculer sur tout le tableau, ce n'est pas l'objectif, mais je voulais vous donner quelques idées un petit peu de métriques qu'on suit, nous, quand on parle à nos clients, pour essayer de voir l'impact du cloud sur l'entreprise. La première, c'est la budgétisation et la planification. Je refais un petit rembobinage à ce qu'on disait tout à l'heure. Vous n'avez plus besoin de planifier, ce qui est quand même une discipline assez aléatoire, même si on a une expertise dedans. Vous n'avez plus besoin de planifier pour vos besoins. Demain, vous êtes un média, vous sortez un programme qui cartonne, parce que ça cartonne, et vous n'avez pas besoin de vous occuper d'avoir planifié trop pour servir vos clients, ou au contraire, pas assez, et du coup d'empêcher les gens de regarder ce programme-là.
Si vous êtes, comme l'a fait Shazam lors de la finale du Super Bowl, et que vous voulez faire un coup marketing en disant, bah voilà, si vous Shazamez cette chanson, vous avez une chance de gagner, alors, je ne sais plus c'était quoi le ticket, 10 000, 100 000 dollars de cadeaux, bah, vous êtes content quand même que votre prod elle soit capable de tenir la charge, parce que si pendant que vous faites la promo marketing ça tombe, bah, l'image de la marque elle n'est pas exceptionnelle. L'organisation, la réparation des pannes matérielles, vous n'avez plus besoin de gérer ça, c'est programmatique, c'est en accès libre sur la console, et donc ça va plus vite. Et puis tout ce qui est installation, mise à jour des logiciels, bah, ça aussi vous avez des services managés maintenant sur AWS, et donc patcher des OS, c'est pas le truc le plus passionnant de la Terre, et puis ça vous permet de gagner en efficacité ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que les KPI, vous pouvez vous-même les définir en fonction de votre entreprise. Là, j'en ai highlighté 3 qui sont ceux qu'on utilise avec un client. La capacité que vous avez et le temps que vous mettez à mettre en production une nouvelle application. On prenait un petit déj tout à l'heure avec Damien, avec un client d'AWS qui met des nouvelles applications en prod tous les jours et qui, sur la base d'une idée, est capable de partir d'une feuille blanche à la production en moins de 3 jours. Ça se plante, ça peut arriver, le produit est peut-être pas bon, mais au moins ils ont essayé, ils l'ont mis dans la main des utilisateurs et du coup ils peuvent mesurer le feedback et parfois ça marche. L'adoption des nouvelles features. Il y avait un de mes collègues chez AWS qui disait souvent YAGNI, donc You are not going to need it. Il y a beaucoup de projets informatiques qui sont encore construits sur la base de cahiers des charges fonctionnels et en fait ils sont écrits par des gens qui n'utilisent pas l'outil. Ça sert à rien de faire des fonctionnalités dont personne ne se sert. Concentrez-vous sur la mesure que vous pouvez avoir des fonctionnalités que vous mettez en production. Je crois que j'en ai highlighté une troisième. Oui, la valeur par release. Si vous êtes capable de mesurer le coût que coûte une mise en production et que coûte une nouvelle feature, vous êtes aussi, du coup, capable de mesurer si elle est rentable. Et ça, c'est assez intéressant. Pareil, je ne vais pas vous donner tous les chiffres qui sont sur cette slide, ce n'est pas forcément intéressant. C'est juste si vous les aurez entre les mains et du coup, vous aurez le temps de creuser. Ce que ça dit, c'est que plus vous êtes sur AWS, plus vous êtes performant et on l'a mesuré avec des datas. Pour compléter mon témoignage, je vais laisser la parole à Damien qui va parler un petit peu de TIDS. Oui, c'est mieux. Merci Alexis. Donc moi, comme je vous disais, TIDS, on s'est créé en 2011 et on a fait un choix assez clivant pour l'époque, qui aujourd'hui est un choix qui paraît naturel, c'est-à-dire c'est le choix du cloud tout de suite. Donc on est ce qu'on appelle, si ça marche, ouais, on est ce qu'on appelle une société cloud native. On a démarré avec AWS en mettant la carte bleue d'un des cofondateurs et en démarrant une instance, un bucket S3 en 2011. Aujourd'hui, on a plus de 3000 serveurs qui tournent sur la plateforme AWS, sur 3 régions différentes, en Europe, aux US et en Asie. Alors, la raison pour laquelle on a 3 régions différentes, c'est que dans le cœur de métier dans lequel on opère, la latence est un sujet très important. Il est absolument capital qu'on ait la plus faible latence entre les téléphones mobiles des gens et nos serveurs. Et avec AWS, on peut déployer de l'infra à peu près dans n'importe quelle région du monde, donc on ne s'en est pas privé. Et petit à petit, au fur et à mesure que notre business grossissait sur les différentes plaques Amérique et APAC, on a créé donc de l'infrastructure là-bas. En termes de stockage de data, le slide précédent montrait le nombre de téraoctets de data qu'un administrateur pouvait gérer. Donc nous, on est plutôt sur pétascale. On a plus d'un pétaoctet de data qui sont stockés dans S3, qu'on crunch régulièrement et qui nous permettent de proposer la meilleure publicité aux meilleurs utilisateurs au meilleur moment. Et enfin, on est présent dans 9 zones de disponibilité. Alors, la notion de zone de disponibilité chez AWS, Alexis en parlera peut-être après, ça vous permet de construire de la résilience. Donc, on en discutera lors de la résilience, mais en gros, au sein d'une région, vous pouvez avoir plusieurs data centers sur lesquels vous allez déployer l'infrastructure, et ça vous permet de construire une résilience applicative assez forte. Et donc, nous, on opère 9 zones de disponibilité, en tout, sur 3 régions. Pour faire tout ça, on est 10 personnes. Dans mon équipe, il y a 10 personnes. Et avec ces 10 personnes, on arrive à opérer ces 3000 serveurs, ce pétaoctet de data et ces 3 régions, etc. Les raisons principales, c'est qu'avec AWS, la productivité de nos équipes est évidemment décuplée. On se focalise sur ce qui apporte de la valeur à notre métier et pas tellement sur finalement tout le sous-jacent, toute l'infrastructure physique, toute l'infrastructure réelle. On n'a pas tellement besoin de s'en occuper, quoi. AWS a été le support global de notre croissance, donc, comme je disais, depuis 2011.
on a petit à petit continué à opérer, et en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a virtuellement pas de fin. C'est-à-dire que si on continue à croître, AWS va croître avec nous et va nous aider à croître très facilement. On peut rajouter 500 machines, 1000 machines si on en a besoin. Elles sont disponibles, elles seront disponibles demain. Ça construit évidemment beaucoup d'efficacité pour votre équipe R&D. Pourquoi beaucoup d'efficacité? Parce que le coût de l'expérimentation devient très très proche de zéro. Si un développeur vient vous voir et vous dit, écoute, j'ai fait un peu d'exploration sur nos données, j'ai l'impression que là, il y a une opportunité business. Dans le cloud Amazon, vous allez lui dire, c'est pas grave, prends 2 jours, prends une journée, prends 2 jours, fais de l'exploration, démarre un gros cluster de 100, 200 machines, c'est pas grave. Si vous payez 1 $ de l'heure, fois 100 machines, fois 3 ou 4 heures pour cruncher plusieurs centaines de téras de données, vous avez un coût marginal d'expérimentation qui est très très faible. Et donc, pour 400 $, vous allez pouvoir identifier si oui ou non le ressenti de votre développeur, le ressenti de la personne ou de votre business analyst était pertinent et va apporter réellement de la valeur à votre business. Et vous avez le choix derrière d'aller construire un POC, d'aller construire un projet autour de ça, ou bien d'arrêter tout de suite l'expérimentation et de dire c'est pas grave, ça m'a coûté 400 $. Et ça, pour nous, chez Tids, ça a été absolument capital pour permettre à nos équipes de tester des choses, d'apporter beaucoup de valeur au business. Le cloud d'AWS, c'est aussi beaucoup cette notion de scalabilité. Et je voulais prendre un exemple concret pour vous montrer comment, sur une production à très fort trafic, la scalabilité, c'est hyper important et c'est surtout cost efficient. Sur notre service qui reçoit le plus de requêtes depuis Internet, on a un trafic qui est sinusoïdal, comme à peu près tout le monde sur Internet. Les gens la nuit dorment et du coup ne sont pas sur Internet et la journée sont sur Internet. Et donc on passe de 200 000 requêtes par minute à 1,8 million en pic quotidien. Donc ça c'est des pics d'une journée normale, c'est hors Black Friday, Boxing Day, hors jours spéciaux, hors élection de Trump par exemple, qui a été l'un de nos plus gros jours de trafic il y a quelques années. Et donc pour servir 200 000 requêtes par minute, on a besoin de 50 serveurs. C'est notre bottom line. En dessous de 50 serveurs, on ne sait pas répondre à notre trafic. Par contre, pour servir nos 1,8 million de requêtes minutes, on en a besoin de 360. Alors, on identifie qu'il n'y a pas de linéarité directe entre le nombre de requêtes et le nombre de serveurs. En tout cas, le facteur n'est pas tout à fait le même. Donc il y a des économies d'échelle localement applicatives. Et ce que ça va induire, c'est que pour faire la planification financière de notre infrastructure, on va regarder à peu près notre point de rentabilité et on va dire à Amazon, OK, on a besoin de réserver chez vous 200 instances, 200 serveurs de capacité. Amazon, en échange, va nous faire un discount intéressant sur le prix à la demande, sur le prix on demand. Et donc, on s'engage à payer 200 serveurs tout le temps. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on ne fait pas 50? On ne fait pas 50 parce que 50, c'est vraiment notre pic minimal, le bas de la courbe. Mais en fait, ce bas de courbe ne dure que 2 heures. Dès 4h30 du matin, les gens se réveillent, ils vont sur Internet, on reçoit du trafic. Donc dès 4h du matin, on a besoin de 100, 120 machines. À 8h, on est à 200. À 8h30, on est à 250. Donc finalement, on va demander à Amazon de nous réserver la capacité de 200 machines de manière constante. On va payer ça. Et on va venir compléter avec la capacité d'Amazon, soit on demand, soit en utilisant un mécanisme qui s'appelle Spot, dont je ne sais pas si Alexis parlera, mais qui est vraiment très intéressant. Amazon revend sa capacité non utilisée à une fraction du prix on demand. C'est-à-dire vous payez 10% du prix d'une instance et vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. La contrepartie, c'est que si jamais Amazon en a besoin, il la récupère. Donc il faut que votre applicatif soit adapté à cette possibilité. Mais si c'est le cas, et c'est le cas chez nous, ça vous permet finalement de scaler pour un coût très très modique entre votre besoin moyen en infrastructure et vos pics de charge très importants. Si je dois vous donner 4 takeaways sur notre utilisation d'AWS, et en tout cas ce qu'AWS a apporté chez nous en termes de productivité, c'est évidemment énormément de focus. Tout le temps passé à produire des choses pour nos équipes de dev, c'est de la valeur pour l'entreprise. On fait très très peu de wiring, on fait très peu de plomberie, comme on dit. Ensuite, l'automatisation. Tous les produits AWS sont pensés autour de l'automatisation. Et c'est cette automatisation-là qui va vous permettre, avec une équipe de pas beaucoup de gens, de gérer beaucoup d'infrastructures. Et surtout, de réduire la quantité de tâches manuelles fastidieuses que vous allez devoir faire.
tout est pensé autour de l'automatisation. Il y a une quantité d'outils incroyables qui vous permettent de réduire vraiment la quantité de tâches manuelles que vous avez à faire. Et en tout cas, chez TIDS, on les opère tous, on en utilise énormément pour automatiser le maximum de choses. Enfin, la scalabilité, on vient d'en parler, c'est absolument capital pour nous de savoir que notre fournisseur d'infrastructure peut absorber nos pics de charge, puisqu'il les partage d'ailleurs. Et enfin, la présence mondiale. Si aujourd'hui vous démarrez un business qui est très fort en Europe, par exemple, vous allez démarrer de l'infrastructure en Europe, et puis demain, pour une raison X ou Y que vous ne maîtrisez pas forcément, votre applicatif il est en très forte demande au LATAM, en Amérique du Sud. Et bien, avec le cloud AWS, vous allez pouvoir transposer votre infrastructure au LATAM très simplement, et surtout, vous aurez une manière unifiée d'opérer vos régions Europe et LATAM. Vous n'avez pas deux fournisseurs différents, avec deux consoles différentes, avec deux API différentes, avec deux systèmes d'automatisation différents. Pour nous, en tout cas, ça a été un game changer. Et c'est vraiment ça qui nous a permis de construire deux choses, la croissance de l'entreprise et sa résilience par le spread multirégion. Et je vais laisser Alexis parler de résilience. Il en parle beaucoup mieux que moi. Merci. Je sais pas si on m'entend. Ouais. C'est un peu ma partie préférée de la présentation parce que je vais pouvoir faire plein de parallèles avec des choses que vous connaissez. Et la première, c'est celle-là. À qui ça n'est jamais arrivé de vouloir aller sur un site, consommer quelque chose, aller sur un produit, et ça ne marche pas. Et qu'est-ce que c'est frustrant? Honnêtement, enfin, c'est horrible. On a besoin d'aller, je sais pas, voir sa série sur Netflix, faire un transfert sur sa banque en ligne, que sais-je, et puis ça ne marche pas. C'est infernal. Et en fait, ça a vachement de valeur financière. La première, c'est une perte directe de chiffre d'affaires. Si on prend un site marchand un peu connu comme Amazon.com, par exemple, qui fait à peu près entre 350 000 et 400 000 $ par minute de chiffre d'affaires, si le bouton acheter, il tombe, bah, toutes les minutes, c'est entre 350 000 $ et 400 000 $ de perdu. Alors, peu importe l'échelle, ça fait beaucoup d'argent. Et c'est évitable. Donc ça, c'est un premier point qui est assez embêtant. Le deuxième, c'est la réputation. On vit dans une ère où, aujourd'hui, vous allez dans la salle de bain, dans la cuisine, peu importe, vous ouvrez le robinet, l'eau, elle coule, c'est normal. Si l'eau, elle coule pas, il y a un problème. Bah, aujourd'hui, c'est pareil. Vous allez en ligne, vous vous attendez à ce que ça marche, en fait. On s'attend à ce que Internet, ça marche, on s'attend à ce que les produits qu'on utilise, ça marche. Et quand ça marche pas, il y a un problème. Et très honnêtement, si vous êtes une start-up ou même une grande boîte et que vous n'êtes pas capable de maintenir un produit qui fonctionne, ça tâche votre réputation. Si vous êtes une banque, on se dit que potentiellement, comment ça peut ne pas marcher. Si vous êtes une start-up, on se dit que ça ne va pas durer. Enfin, il peut se passer plein de choses, mais pour la réputation, c'est très embêtant. Et puis, il y a le troisième pan, qui est j'aurais peut-être dû dire en premier, qu'est-ce qui se passe si c'est grave? Si vous êtes un site d'information publique qui doit donner une information très importante, pas comme Radio France par exemple, ou si vous êtes, je sais pas, le site des impôts, j'en parlais tout à l'heure, et qu'on ne peut pas déclarer ses impôts en ligne. Ça peut être bien dans certains points, mais c'est quand même embêtant. Il y a aussi un autre truc. Vous connaissez l'effet capital, on en a tous entendu parler une fois. Vous êtes une start-up, vous lancez un produit, c'est super, vous avez l'occasion de passer sur capital, et puis en fait, vous n'avez pas prévu le coup. Du coup, tout le monde vient, parce qu'ils ont vu l'émission, votre produit il a l'air génial, on va tous se connecter en même temps sur le site internet pour aller voir à quoi ça ressemble ce produit, et puis en fait, ça ne marche pas. Et là, j'ai pris que des exemples de tweets, j'ai fait exprès de gommer les noms pour accuser personne, de fois où ça n'a pas marché. Et en fait, si vous tapez hashtag effet capital sur Twitter, il y a une bibliothèque entière et même un compte qui s'amuse à les répertorier. Et c'est embêtant, quand on parlait de réputation, c'est embêtant. Vous avez loupé votre opportunité de fonctionner en fait. C'est quantifié, les pannes, on sait le dire aujourd'hui, combien coûte la résilience, qu'est-ce que ça a comme valeur. Je vous le disais, donc pour Amazon, ça peut être entre 350 et 400 000 $ la minute. J'ai fait simplement une division du chiffre d'affaires par le nombre de minutes dans l'année, je n'ai pas été chercher très loin. Si vous regardez, aujourd'hui, on estime que le coût moyen d'un enregistrement qui est perdu, qui est détruit, puis on en a entendu entre Sony il y a quelques années avec son PlayStation Network, et puis maintenant régulièrement on entend des problèmes de corruption de données. Globalement, c'est 141 $ par registre perdu. Donc si vous avez des millions d'utilisateurs dans votre base de données, c'est des millions que vous pouvez multiplier par ce chiffre. Encore une fois, vous allez avoir les slides, donc vous pourrez rentrer un peu dans le détail. Mon objectif n'est pas forcément de faire une liste à l'après-vert, mais il y a beaucoup d'aspects de votre système d'information dans lequel vous pouvez aller chercher
l'impact que ça va avoir de ne pas être résilient, de ne pas pouvoir délivrer au moment où vous avez besoin de délivrer. Donc maintenant, pourquoi je vous parle de tout ça et pourquoi je fais la comparaison avec AWS? Quand vous passez sur AWS, vous avez tout un ensemble de mécanismes qui vous permettent d'automatiser tout ça et de le détecter. Donc non seulement vous êtes capable de détecter quand il y a une panne, mais en plus, potentiellement, vous avez pu automatiser, et c'est cette slide-là que je voulais vous montrer, et potentiellement, vous avez pu automatiser pour faire en sorte que dès qu'il y a un problème, ce soit autocuratif. Alors, je ne vais pas rentrer dans la technique, ce n'est pas forcément l'objectif de la session, mais tout casse tout le temps, c'est évident. On a été formé dans les écoles d'ingénieurs françaises pour faire le maximum pour que ça ne casse jamais. La réalité, c'est que ça finit toujours par casser, parce qu'il y a un truc qu'on n'avait pas prévu qui finit par arriver. En fait, la beauté de la chose, c'est quand on arrive à planifier la panne et à se dire que c'est plus un problème. Le fait que ça casse, c'est anecdotique. Moi, j'ai parlé à des dizaines de clients d'AWS qui reçoivent un texto à chaque fois qu'il y a un problème en production, parce que forcément, il faut le savoir, quoi. En fait, quand ça tombe la nuit, maintenant, ils sont plus réveillés. Ils se réveillent le matin, il y a eu effectivement 1, 2, 0 incident, peu importe, mais ça a été auto-curatif, donc ça s'est soigné tout seul, l'infrastructure a redémarré, a permis de rendre le service, et puis après, on peut explorer pour voir pourquoi il y a eu une panne, réparer à long terme, etc. On parlait tout à l'heure, Damien brillamment mentionnait les zones de disponibilité. La façon dont le cloud a été pensé, c'est pour vous permettre d'être résilient par défaut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de mettre tous vos œufs dans le même panier, dans un même data center qui potentiellement est sur la Seine et donc risque une crue ou je sais pas, en zone incendiaire comme c'est le cas parfois dans les Pinèdes près d'Aix-en-Provence, là vous allez avoir des data centers qui sont suffisamment éloignés l'un de l'autre pour répartir la charge entre eux. Et du coup, s'il y en a un qui tombe, encore une fois, c'est pas très grave. Et du coup, on a développé tout un tas de services autour de ça pour vous aider à mettre en place les bonnes méthodes, justement, pour que ça tombe jamais. Et puis, derrière, il y a toute la partie sécurité. On vit dans un monde aujourd'hui où les attaques, notamment ce qu'on appelle DDoS, mais de toute façon, les attaques malveillantes envers votre système d'information sont légion. Et donc, avoir une infrastructure qui est capable d'accueillir toutes les attaques du monde, entre guillemets, pendant 1 ou 2 minutes, puis ensuite de vous rendre le service de manière efficace, c'est aussi quelque chose qu'on peut proposer, ou en tout cas des services qu'on est capable de vous apporter afin de faire en sorte que ça marche mieux. Je vais relaisser la main à Damien qui va parler, lui, de la résilience chez TIDS. Merci. Donc la résilience. Quand on parle de résilience, principalement on parle de haute disponibilité. On va introduire juste le concept rapidement. Quand vous déployez un applicatif sur un monoserveur, sur un seul serveur, votre applicatif est disponible. Si vous le déployez sur plusieurs serveurs avec une répartition des requêtes vers ces différents serveurs et que vous supportez la panne de au moins un serveur, on va considérer que votre application devient hautement disponible. Nous, chez TIDS, c'est quelque chose qu'on construit de manière... C'est devenu quasiment inné, c'est-à-dire que chaque nouvelle application qu'on développe, ou qu'on installe, ou qu'on déploie, on la déploie de manière hautement disponible. Ça nous permet, comme Alexis le disait, de ne pas se réveiller la nuit, ou en tout cas pas trop souvent, d'accepter que tout risque de tomber tout le temps, et de s'en prémunir. Cette haute dispo, on l'implémente, comme je vous le disais, sur des multiples régions et sur des multiples zones de disponibilité. Et ça permet finalement, si on pousse un peu la logique un petit peu plus loin, ça permet de manière assez facile de construire un PRA, de construire un PCA même, c'est-à-dire d'avoir une région soit qui soit froide, soit qui soit chaude, assez simplement. Vous avez votre infrastructure de production et vous décidez de construire un PRA dans une autre région. Par exemple, vous avez votre infrastructure de production sur la région Paris et vous vous dites, je vais construire de l'infra froide en reprise d'activité, je vais faire de la synchro de data vers Francfort par exemple. Ça vous permet, si demain vous avez un gros incident ou un gros problème sur votre data center, enfin sur la région Paris, pardon, de pouvoir de redémarrer votre business depuis Francfort. En PCA, c'est exactement la même chose, mais du coup en continuité d'activité, donc on est plus sur des régions actives, donc vous allez transférer vos données, les synchroniser de manière active. Le coût n'est pas tout à fait le même, mais la simplicité d'opération prend sa source au même endroit finalement. Enfin, on parle de backup. Quand on parle de résilience, on parle de backup forcément, et on parle de durabilité. Aujourd'hui, je crois que S3 est l'un des systèmes qui propose la meilleure durabilité possible sur le marché. Donc S3 vous permet de stocker des fichiers de taille virtuellement infinie, pour une durée infinie également, et avec une durabilité très très forte. Je ne sais plus combien de 9 il y a, mais c'est 11.9. Bon courage.
Euh, et, si vous voulez rajouter sur la durabilité S3, si vous voulez rajouter encore un petit peu de sécurité, parce qu'on est tous risque averse dans notre profession, vous pouvez déployer vos backups dans S3 sur plusieurs régions, par exemple. Et du coup, vous améliorez encore cette possibilité, cette résilience à la grosse panne. En revanche, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on part dans le cloud, quand on part d'on-prem et qu'on va vers le cloud, c'est le besoin de cloudifier vos workloads. Les applicatifs qui ont été conçus pour tourner dans un data center physique sur lequel vous maîtrisez le network, le plan d'adressage IP, le taux de panne, puisque finalement les constructeurs nous fournissent un taux de panne qui nous permet de faire un petit peu de risk management. Elles vont fonctionner très bien si vous les prenez, vous les mettez dans le cloud, elles vont fonctionner très bien. En revanche, elles ne vont pas bénéficier de toute la résilience que vous propose AWS. Il va falloir, dans une certaine mesure, les cloudifier. Et comment on fait ça? On peut faire ça avec ce qu'on appelle le chaos engineering. L'idée derrière le chaos engineering, c'est un terme qui vient à la mode ces derniers temps. L'approche, c'est de dire que l'espoir, ce n'est pas une stratégie. On ne peut pas espérer que les choses ne vont pas planter pour qu'elles ne plantent pas. Vous aurez des pannes, c'est une certitude, vous en avez dans vos data centers, vous en aurez dans le cloud également. Par contre, si vous appliquez les concepts du chaos engineering, vous allez aller tester vos applicatifs, vos workloads de production sur des valeurs limites. Par exemple, vous opérez un site web qui a une base de données. Si vous allez tester ce qui se passe quand vous coupez l'accès entre votre site web et la base de données, si vous testez ça dans un environnement confiné ou en production, ça dépend de votre niveau de risque que vous acceptez de prendre, vous allez pouvoir savoir ce qui se passe. Et une fois qu'on sait ce qui se passe dans des conditions extrêmes, parce que ces conditions extrêmes, elles vont finir par arriver un jour. C'est pas si, c'est quand. Et donc, il vaut mieux le tester quand vous savez, quand vous êtes devant, parce que vous allez observer ce qui se passe et vous allez pouvoir proposer un fallback, proposer un mode dégradé. Par exemple, dans le cas d'un site web et de sa base de données, vous pouvez construire un cache local sur le serveur web et présenter à vos utilisateurs que là, vous êtes dans un mode lecture seule, vous ne pouvez plus écrire, mais vous présentez toujours quelque chose à l'utilisateur. C'est absolument capital, quand vous allez dans le cloud, de construire ces modes dégradés, de réfléchir autour des problématiques qui vont arriver, parce qu'elles finiront un jour par arriver. Alors évidemment, en fonction des types de produits que vous utilisez chez AWS, vous allez avoir la résilience de la plateforme qui va être inclus ou pas dans le produit. Au plus vous allez être sur des produits de bas niveau, c'est-à-dire l'infrastructure as a service, donc principalement de la machine virtuelle, au plus ça va être à vous de construire votre résilience applicative par-dessus celle que propose AWS. Et donc ça va être déployé sur des zones de disponibilité différentes, ça va être accepter l'idée qu'un de vos serveurs disparaisse comme ça, et ce n'est pas un problème, c'est pas grave, il y en a un autre qui va redémarrer avec le même code, avec la même capacité à servir de requête. En revanche, au plus vous allez monter sur les services de haut niveau, les services managés, qui apportent plus de valeur ajoutée, au plus vous allez bénéficier de la résilience d'AWS sur ces services-là, parce que tous les services managés d'AWS vous offrent la résilience par défaut. Je vais prendre un exemple, c'est les bases de données managées. Par défaut, vous avez une case à cocher et votre base de données est résiliente par défaut. Si le master de votre base ne fonctionne plus, il est automatiquement remplacé par un slave qui est promu master et qui va se mettre à servir les requêtes sur la même adresse. Donc ça, au plus vous allez monter sur les services haut niveau, au plus vous allez bénéficier vraiment de tout le travail qu'AWS a fait dans ses data centers pour packager ses services. Et c'est là-dessus, je crois, que tu interviens après, Alexis. Merci. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il a dit l'espoir n'est pas une stratégie. Je trouve ça génial, en fait. Effectivement, l'espoir n'est pas une stratégie. Enfin, testez ce que vous pouvez tester tant que vous êtes devant, parce que le jour où ça casse, il vaut mieux être devant que pas à la maison. Du coup, là, on va parler un petit peu d'agilité métier, on va parler d'innovation. Alors, l'innovation, je sais qu'on la sert un petit peu à toutes les sauces ces derniers temps, mais on va essayer de mettre des mots un peu concrets dessus, voir ce que ça veut dire pour nous, et comment on essaye de vous aider à aller plus vite et mettre plus rapidement en production, donc vraiment proposer des services plus innovants à vos clients. Alors, l'innovation, il y a plusieurs axes qu'on peut prendre. En général, moi je vais en prendre deux axes différents dans cette présentation. La première chose qu'on dit, c'est que si vous voulez, donc Joy Ito, c'est le patron du Media Lab au MIT, il dit en gros, si vous voulez si vous voulez améliorer l'innovation, il faut diminuer le coût de l'échec. Plus l'échec coûte peu, moins il coûte cher en l'occurrence,
plus vous pouvez le faire souvent, et donc plus vous pouvez apprendre de vos erreurs et recommencer assez rapidement. En ça, quand vous êtes sur AWS, le temps de démarrage d'un serveur maximum, même si vous prenez une machine un peu costaud avec une configuration bien particulière, ça va être de l'ordre de quelques minutes. Si on est dans une entreprise qui est on-prem, par exemple, le temps d'appeler la personne qui répond au téléphone pour vous dire « Ok, j'ai bien enregistré qu'il fallait que je prenne la demande de demander un serveur, l'installer, etc. », on est plutôt de l'ordre de semaines, voire de mois. Et donc déjà, il y a un paradigme qui fait que, et le temps c'est de l'argent, donc forcément il y a un paradigme qui dit bah, plus vous allez vite, plus vous allez être capable d'innover. Et ça, rien que ça, par défaut, c'est déjà assez intéressant. L'autre axe, et c'est plutôt de celui-là dont je vais parler, c'est ce qu'on propose à nos clients sur étagère, en gros, qui leur permet d'aller beaucoup plus vite. Donc, j'ai pas mis les chiffres de 2018, et c'est une erreur de ma part. Ce que vous voyez là sur ce graphe, c'est le nombre de features qui a été sorti par AWS par année depuis 2012. Donc, en 2017, on a sorti 1430 features, soit à peu près 3-4 features par jour calendaire. C'est-à-dire que tous les matins, et en 2018, je crois qu'on était à plus ou moins 1900. Donc, tous les jours, quand vous vous réveillez, vous avez 5-6 nouvelles features que vous pouvez essayer dans la plateforme et qui peuvent vous aider à faire un nouveau workload. En fait, si vous faites la même chose dans un data center, tous les matins, vous vous réveillez et vous avez juste l'espoir qu'ils soient encore là. Il ne va pas inventer des nouvelles features, ça paraît peu probable. Alors que la plateforme AWS, comme on a des dizaines d'équipes qui travaillent dessus en permanence, vous allez avoir la capacité d'utiliser des nouveaux produits qui vont vous servir, en tant que brique atomique, à construire de nouvelles applications. Je vais prendre un exemple tout bête. Il y a une entreprise aux États-Unis qui s'appelle TheTake.io. TheTake.io, qu'est-ce qu'ils font? En gros, ils mettent à disposition sur Internet les films que vous avez vus la veille à la télé. Et en fait, sur chaque frame du film, ils vous proposent d'acheter ce qu'il y a dans la séquence. Donc si vous voyez, je sais pas moi, James Bond, ils vont vous proposer de pouvoir acheter son costume, sa cravate, si vous êtes aux États-Unis peut-être, j'en sais rien, son arme à feu, peu importe. Mais en l'occurrence, vous allez pouvoir, ils vont framer et vous mettre le lien directement vers le shop qui vous permet d'acheter les produits que vous voyez dans la télé. Ça va jusqu'à la voiture, etc. Donc on peut faire de l'achat même très important. TheTech.io, ils se sont construits en quelques jours sur AWS, juste après qu'on ait sorti une feature qui s'appelait Recognition, un produit qui permet en fait de faire de la reconnaissance d'image. Et en fait, ça, on peut vous en donner des dizaines d'exemples comme ça. On a des services qui permettent, par exemple, lorsqu'il y a eu la GDPR, on était compliant avec les problématiques GDPR bien avant l'entrée en vigueur de la réglementation. Et on a sorti un produit qui s'appelle Amazon Macy qui vous permettait en fait de parser votre système d'information pour vérifier si vous déteniez des données qui, a priori, semblaient ne pas être anonymisées ou en tout cas compliant avec ce qui devait être fait pour la réglementation. Donc c'est ce genre d'exemple qui vous permettent d'accélérer et c'est typiquement ce qu'on voit chez nos clients, la capacité à innover. Et je reviendrai, c'est là-dessus que s'appuient nos clients pour innover, et je reviendrai là-dessus avec l'exemple dont je parlerai, qui est celui de Bonduel un peu plus tard. Un autre exemple d'innovation qu'on peut avoir chez AWS, c'est la marketplace. La marketplace, c'est tout simplement un endroit où vous pouvez aller acheter les softwares les plus populaires de la planète. On a plus de 1400 éditeurs. Et en fait, vous allez simplement pouvoir, je sais pas, vous avez envie d'utiliser un leader de la data visualisation, vous n'avez pas forcément envie d'appeler l'entreprise ou vous ne savez pas trop par quel biais commencer. Vous allez directement sur la marketplace, vous tapez le nom de l'éditeur en question et en 2-3 clics, vous avez une instance du produit que vous voulez qui est démarrée dans votre environnement, qui, selon le partenaire, peut être facturé à l'heure, à la journée, à la seconde. Et vous pouvez du coup essayer ce produit-là. Je reviendrai un peu plus en détail dessus plus tard. Et si vous avez déjà fait des présentations AWS, vous avez déjà vu cette slide, peut-être pas sous cette forme-là, mais ça c'est plus ou moins le catalogue de services qu'on propose. Aujourd'hui, il y a plus de 160 services, ça va du machine learning as a service, à la sécurité, au big data, en passant par l'IoT. Globalement, peu importe ce que vous avez besoin ou envie de réaliser dans votre système d'information, que ce soit un produit plutôt legacy ou un nouveau produit, on va être capable de vous accompagner et de vous aider à le mettre en œuvre. Et potentiellement, si vous êtes sur une architecture un peu cloud native, c'est-à-dire pas une migration, mais vraiment vous construisez depuis une feuille blanche dans le cloud, en assemblant une dizaine ou une quinzaine de briques et en faisant juste le lien qui fait la différence, en fait, justement, ce dont je parlais tout à l'heure, la compétence de vos collaborateurs, vous allez être capable de sortir des produits en quelques minutes, quelques jours, quelques heures, ou en tout cas vraiment beaucoup plus rapidement que ce que vous pouviez le faire avant.
Comme dans toutes les parties que j'ai indiquées aujourd'hui, j'ai mis des datas, parce qu'on est une entreprise qui est très data-driven. La capacité aussi à mesurer est très importante. Dans le cloud, vous avez la capacité de tout mesurer. C'est un lien un peu fortuit, mais c'est assez intéressant. Grosso modo, le temps de mise en production entre avant et après être passé sur AWS, il est augmenté de 18, enfin il est réduit du coup, on va plus vite, de 18,8%. Donc en fait, globalement, vous gagnez 2-3 mois par an, quoi. En fait, si on le dit autrement, vous ne pouvez pas être en compétition. Une entreprise, ça reste en compétition. Vous avez des compétiteurs qui sortent des produits, probablement qui sont très bons également, pas aussi bons que les vôtres. Mais vous ne pouvez pas vous battre s'il y en a un qui fait une course en Ferrari et l'autre à pied. C'est pas possible. Il faut vous battre avec les armes qui sont disponibles aujourd'hui. Et le cloud en est une fondamentale. Il y a l'ancien CTO de Netflix, qui travaille désormais chez nous, faisait une présentation au Summit l'année dernière où il expliquait la différence entre une entreprise qui va vite et une entreprise qui va lentement. Globalement, le coefficient, c'est x400. Donc une entreprise qui va vite, une entreprise qui va en production rapidement, qui a mis en place les bons fondamentaux pour être capable d'avoir une technologie qui fonctionne, met en production 400 fois plus qu'une entreprise qui ne va pas vite. Donc en fait, quand vous sortez un produit, eux, ils en sortent, enfin vous, quand une entreprise lente sort un produit, l'autre entreprise en sort 400. Vous ne pouvez pas vous battre avec des armes qui ne sont pas égales. Et ça, le cloud, c'est fondamental. Aujourd'hui, l'essentiel des startups se lancent sur AWS, commencent dans le cloud, et c'est pour ça aussi qu'elles vont si vite. C'est une des raisons principales. Pour finir cette partie, je voudrais vous donner un exemple. Donc, Bonduel et 20 minutes sont deux entreprises avec lesquelles j'ai eu le plaisir de travailler quand j'ai commencé chez AWS. Bonduel, ils ont un cas d'usage assez intéressant. En fait, ils avaient besoin de s'équiper d'un outil de BI. Donc BI, c'est Business Intelligence. En gros, visualiser la donnée sur lesquelles dont ils disposaient efficacement. Et en fait, ils ont décidé de faire le projet dans le cloud. C'était un des premiers projets cloud qu'ils avaient. Et ce qui était intéressant, c'est la façon dont ils ont fait la chose. En fait, ils se sont dit, OK, on hésite entre le produit numéro 1, le produit numéro 2 et le produit numéro 3. Plutôt que de lire toute la documentation et puis écouter les discours qui pouvaient être un peu commerciaux ou de regarder en ligne les informations qui existaient, ils ont été sur la marketplace et ils ont démarré 3 instances de chacun des produits. Puis ils ont pris 3 pools d'utilisateurs, ils ont mis les produits dans les mains des utilisateurs et ils ont fait tourner comme ça pendant 3 semaines, de façon à ce que chaque utilisateur soit capable d'utiliser une des technologies. À la fin, ils ont donné un formulaire, ils ont noté leurs appétences pour tel et tel produit, puis en fait il y a un leader qui est ressorti, ce qui leur a permis d'appeler l'entreprise, négocier ce qu'il y avait à négocier, et puis derrière, comme ils avaient déjà le POC qui était construit avec la marketplace, ils ont juste eu à le passer à l'échelle. Alors je dis juste, ça a pris 3 semaines, mais en l'occurrence, le projet de bout en bout, c'est-à-dire depuis le moment où ils ont commencé à étudier la technologie jusqu'à la fin où ils ont mis en production, 2 mois. C'est une stat qui est quand même assez intéressante. 2 mois pour faire un projet de data visualisation, quand on n'a jamais fait le cloud, ça vous donne un peu une idée de comment on peut aller vite en étant juste un petit peu compétent et en ayant la tête bien faite. Si vous devez retenir une chose de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui avec Damien, enfin, il n'y en a pas qu'une, mais il y en a plusieurs. La première, c'est que les économies ne sont pas que financières. Elles existent. Il ne faut pas les compter serveur par serveur, parce que si vous faites ça, d'abord, vous n'en sortirez jamais, et en plus, vous ne trouverez pas forcément les gains. Mais essayez de voir la big picture. On est là pour vous aider. Vous avez logiquement une contrepartie chez AWS, un interlocuteur qui est capable de vous aider à construire ce type de dossier. Et je vous encourage à le faire, parce que si vous avez un dossier qui est qui est soutenu par des données qui montrent que vous avez fait une étude, ce n'est pas juste une opinion. Vous n'allez pas dire à votre boss, il faut partir dans le cloud parce qu'il faut partir dans le cloud, c'est la trend. Non, vous êtes capable de le justifier, de montrer pourquoi il faut le faire, et du coup, vous aurez toute la légitimité à pouvoir le mettre en place. La deuxième, c'est la productivité des équipes. La productivité des équipes. On vit dans un monde où recruter, c'est compliqué. Faire de la rétention de talent, c'est compliqué. Donc si en plus vous concentrez vos ressources sur des choses qui ne sont pas intéressantes, vous risquez de les perdre. Et ensuite, vous ne capitalisez pas sur leurs compétences. Et ça, c'est dommage parce que vous avez tous des talents. Il suffit juste de les dénicher et de leur donner un bel os à ronger pour qu'ils puissent délivrer des choses intéressantes.
La résilience opérationnelle, tout à l'heure Nexity en parlait, c'est notre métier de sécuriser un data center. On fait ça à l'échelle, fois 23 ou 24 régions dans le monde, fois des dizaines de milliers de serveurs. On investit des millions et des millions et des millions en sécurité chaque jour. Donc on a forcément développé une expertise autour de ça pour se prémunir de la sécurité. Et puis il y a tous les mécanismes dont on a parlé également avec Damien qui vous permettent de mettre en place justement des mécanismes informatiques pour que votre site internet, votre produit, peu importe ce que vous avez de digital, soit résilient. Et franchement, l'erreur 404, enfin du moins le site qui tombe, c'est tellement horrible, il faut l'éviter, quoi. Et puis l'agilité et l'innovation, je viens d'en parler. Des bonnes pratiques, présentez la valeur globale, faites un dossier, construisez une justification, n'y allez pas à tâtons, essayez vraiment de réfléchir la chose pour la justifier auprès de votre hiérarchie. Plus vous aurez de légitimité, plus vous aurez la confiance de différents stakeholders, plus vous irez vite, et c'est fondamental. Vous avez des parties prenantes, l'IT, c'est plus que l'IT. L'IT, c'est lié au business, c'est lié au HR, aux ressources humaines, c'est lié à la finance. Vous avez des stakeholders dans tous les pans de l'entreprise. Appuyez-vous sur eux et demandez-leur un truc tout bête. Qu'est-ce qui ne marche pas? Et ils vous le diront forcément, il y a toujours un truc qui ne marche pas. Et ils seront très contents si vous leur proposez de faire mieux, de vous aider à construire ce dossier. Et puis en même temps, ils ne crieront pas quand vous serez en train de migrer et que vous n'aurez pas le temps de développer de nouvelles features. Impliquer les bons partenaires, attribuer de la valeur, donc ça on l'a dit, et puis lancer le processus tôt, parce que si on veut faire quelque chose de bien, notamment construire un dossier TCO, ça prend un petit peu de temps. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je serai un peu plus haut tout à l'heure, et puis bonne journée. Merci à tous.